parlez de la segmentation de la mobilité, de son évolution, le fait de séparer aujourd'hui l'usage et la propriété du véhicule. Est-ce que cela en fait partie pour vous? Alors oui, il y a beaucoup de nouveaux usages dont on parle, vous savez, l'autopartage, le covoiturage, mais en fait, c'est surtout des nouveaux termes pour qualifier quelque chose qui existait déjà avant. Quand on parle de covoiturage, alors moi quand j'étais petit, j'appelais ça des conduites. Des conduites, j'en fais depuis que je suis en CM1, je crois, pour aller à l'école primaire. Ensuite, ensuite j'allais en car quand j'étais au collège, et puis j'ai refait des conduites. Donc le covoiturage, c'est quelque chose qui s'est développé, mais maintenant il y a des outils qui permettent entre guillemets de l'industrialiser. Quand on sait, par exemple, en région parisienne, que le taux d'occupation des voitures pour aller au travail, c'est 1,06 personnes par voiture, bon ben il reste 3 ou 4 places qu'on pourrait utiliser. L'autopartage, c'est un nouveau terme pour appeler la location de voiture. Bon, c'était la location, maintenant c'est l'autopartage. Et ça a des usages intéressants, mais il faut un peu séparer. Par exemple, autopartage, ça peut être j'emprunte votre voiture. Vous êtes ma voisine, vous êtes ma cousine, vous êtes ma sœur. J'emprunte votre voiture pour faire un trajet, pour aller faire une course chez Ikea. Donc ça, c'est des choses autopartage entre particuliers qui pour moi très intéressant. L'autopartage en ville, comme Autolib par exemple, où finalement des gens qui prenaient le transport en commun, la ligne 13, leur pied ou leur vélo, finalement prennent une voiture pour aller au travail, qui va rajouter une voiture dans les bouchons le matin et le soir, c'est peut-être moins pertinent. C'est difficile en fait de mesurer, pour rebondir sur ce que dit Nicolas, la part que ça prend. C'est une réalité en termes d'usage, ça c'est vrai, il y a les deux, covoiturage et autopartage. Mais pour parler d'Autolib, on a vu finalement que sur une ville comme Paris où il y a 10 millions d'habitants, il n'y avait que 120 000 personnes, je crois, qui étaient abonnées et 73 000 qui l'utilisaient de manière régulière. Donc ça reste des phénomènes finalement qui sont très difficiles à quantifier à l'échelle de l'ensemble du pays. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas fait pour tout le monde, une fois de plus. En fait. On est vraiment passé d'une mobilité faite pour tout le monde, tous les usages, à des choses différentes. On parlait tout à l'heure de ville et de campagne. Par exemple, le covoiturage, ça ne va pas être vraiment fait pour la ville. Pourquoi? Parce que tout simplement, en ville, de toute façon, les voitures individuelles vont sortir des villes. Par contre, en milieu où vous n'avez pas de transport en commun, où il n'y a pas d'alternative, le covoiturage peut être une alternative. Et on le voit beaucoup dans les milieux ruraux, périurbains. Il suffit que vous ayez une zone d'emploi avec 300 personnes et vous êtes capable de mettre en place un système de covoiturage pour anticiper ça. J'étais la semaine dernière à Cognac, où c'était un des gros problèmes qu'ils avaient. Et ça permet de donner une alternative et de diviser par exemple votre coût de mobilité par deux. Ces gens-là, ils payent 100, 150 euros, 200 euros par mois de carburant. Que vous divisez par deux, c'est quand même pas moins. Et l'autopartage, c'est un petit peu pareil. Ça, pour le coup, c'est plus en ville. Et ça permet à des gens qui avaient des voitures, peut-être de les revendre et de prendre cette voiture le week-end quand ils ont un besoin particulier, pourvu une fois de plus qu'ils ne la prennent pas pour aller au travail. D'ailleurs, on a quelques chiffres qui s'affichent à l'écran. Sur le covoiturage, on a 900 000 personnes qui pratiquent le covoiturage. Et il faut savoir qu'il y a 75% des autopartageurs qui sont urbains. Quel cadre assurantiel? Doit-on avoir une assurance particulière? Alors ça dépend de quel phénomène on parle. Sur le covoiturage, finalement, comme le dit Nicolas, on devient passager de la voiture. Hier, c'était d'un voisin, d'un cousin. Demain, c'est grâce à ces plateformes de partage d'une personne qu'on ne connaît pas forcément. Mais néanmoins, cette personne, elle est assurée, puisque l'assurance est obligatoire, comme vous le savez. Et le passager, en tant que tiers dans le véhicule, est automatiquement couvert par la loi Badinter, qui couvre l'ensemble des tiers dans le cadre de l'assurance. Quand on parle d'autopartage, c'est différent puisque c'est effectivement une forme de location. Et d'ailleurs, c'est souvent la plateforme d'autopartage qui va fournir l'assurance pour l'usage de location de ce véhicule. Donc le conseil qu'on pourrait donner à ceux qui utilisent des voitures louées via l'autopartage, c'est de vérifier quand même les garanties qui leur sont fournies par la plateforme d'autopartage, et notamment celles qui couvrent le conducteur, parce que c'est important aussi d'être couvert en tant que conducteur, et éventuellement d'ailleurs, si ces garanties sont insuffisantes, d'avoir le contrat d'assurance, ce qu'on appelle un contrat de prévoyance finalement, qui fournit une couverture au conducteur, une couverture supplémentaire par rapport à celle qui est fournie par la société d'autopartage. Très bien, merci. Nous arrivons à cette première séquence de questions-réponses. Alors nous avions une question Facebook qui avait été posée en amont de ce live.
Alors, en cas de flash au radar, en autopartage, est-ce que c'est moi qui perds mes points? Alors si vous payez l'amende, automatiquement, payer l'amende, ça équivaut à reconnaître l'infraction. Donc vous payez l'amende et vous perdez les points. Donc le conseil, ce serait, si vraiment le véhicule a été prêté à une autre personne, de s'entendre avec cette personne pour que ce soit elle qui paye l'amende et en informant la police, perde les points. Sinon, il y a une troisième voie qui consiste à prouver aux forces de l'ordre qu'on n'était pas au volant du véhicule, auquel cas on devra payer l'amende, mais en revanche, il n'y aura pas de points qui seront retirés du permis. Ok. Alors, une seconde question qui est arrivée via Facebook. Pensez-vous que les véhicules autonomes vont changer les pratiques de covoiturage et d'autopartage? Alors c'est vrai que dans un imaginaire un peu collectif, on s'imagine demain dans un monde génial où il n'y a que des voitures autonomes toutes remplies et donc ça résout tous les problèmes. Puisque la voiture autonome, comme elle ne se gare jamais, hein, donc ça résout tous les problèmes de parking, hein, puisque je rappelle qu'une voiture, ça passe 95% de son temps à l'arrêt et donc ça cause des problèmes de stationnement. Et puis comme elle sera remplie, on va résoudre aussi les problèmes de bouchons. Alors, moi je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre que la voiture soit autonome pour la remplir, a priori. Ça existe déjà d'ailleurs, vous pouvez le faire dans les taxis, vous pouvez le faire dans Uber, Uber Pool. Moi j'ai eu une expérience d'Uber Pool, ça ne s'est pas très bien passé et c'est vrai que je n'ai pas recommencé. Alors néanmoins je ne suis pas un grand utilisateur de Uber puisque je me déplace plutôt en vélo. J'ai la chance d'être dans une ville où je peux me déplacer en vélo électrique. Donc la voiture autonome, on n'est pas obligé de l'attendre pour la remplir, hein, parce que ça ne change rien qu'il y ait un chauffeur ou pas de chauffeur, on peut quand même la remplir. L'autopartage, oui, sur le papier, ça peut faire changer ces choses-là, mais quand est-ce qu'on va avoir cette voiture autonome? C'est ça la question. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas vraiment de visibilité, et peut-être que la réponse est jamais.